Vibration, le podcast. Et bonjour à tous et ravi de vous accueillir sur Vibration, le podcast qui décrypte les communications internes. Je suis vraiment ravi de vous retrouver après une petite pause. On est dans une émission particulière parce que j'ai le plaisir d'être avec un ami qui plus est talentueux. Il vient pas de notre monde, du monde de la communication interne, et c'est ça qui va nous intéresser puisque Ilan Roas, puisque c'est mon invité. Salut Ilan. Salut David, ça va ? Ça va bien, ouais. Tu viens du monde de la télé, toi. C'est ça. Et tu vas nous expliquer, et ça va être très intéressant, quels sont les ressorts en télé qui peuvent nous permettre, à nous, communicants internes, de proposer des concepts intéressants, innovants. En gros, tu vas nous expliquer les secrets de fabrication des programmes télé. On va essayer. On va essayer de décrypter un peu tout ça ensemble. C'est vrai que c'est toujours intéressant de se poser la question pour transposer ça dans d'autres territoires et dans d'autres mondes. En tout cas, c'est vrai que c'est mon expertise, ma compétence. Donc, si je peux aider et discuter avec toi, je suis là pour toi, mon ami. Eh ben, c'est parfait. Je m'appelle David Gordon. Je suis le fondateur de Nouvelle Voix. Et chez Nouvelle Voix, on crée des concepts, on crée des médias de communication interne. Et c'est d'ailleurs par des clients que j'accompagne qui m'ont souvent posé la question du concept qu'ils pourraient créer, que ce soit en podcast, que ce soit en émission de télé. C'est eux qui m'ont donné l'idée de t'interroger à ce micro, Ilan. J'en suis ravi. C'est vrai que c'est formidable. L'explosion du podcast en ce moment est quelque chose d'incroyable et de super dans le monde qui évolue en ce moment, le monde de la com, le monde de la télé, le monde du cinéma, tout explose. Et donc forcément, la créativité explose aussi. Il faut savoir l'utiliser et l'exploiter à bon escient. Allez, on va en parler. Il s'appelle Ilan Roas. On va tout de suite démarrer avec ton parcours. Vibration, le podcast. Allez, Ilan, on va parler de ton parcours. Ça va nous intéresser pour comprendre où ça t'a emmené aujourd'hui. Alors, je vais tout de suite teaser la fin du parcours et je vais révéler à nos auditeurs et à nos auditrices que tu es le créateur d'un programme, si ce n'est le programme qui a le plus cartonné ces dernières années, qui est un programme original qui s'est créé en plein confinement, qui est Tous en cuisine. C'est ça. Écoute, c'était... Alors, t'es pas le seul à l'avoir produit. Je sais pas si tu veux. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. On a élaboré ce concept avec toutes les équipes de Kitchen Factory Production, qui est la boîte leader en programme culinaire aujourd'hui. C'est la boîte de Cyril Lignac et de Mathieu Jean Toscani, qui est une boîte qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années. On va dire que c'est la boîte qui produit le meilleur pâtissier, entre autres. Très cuisine. Voilà, c'est le leader des programmes culinaires en France. Mais c'est drôle parce que justement, ces programmes de cuisine et Tous en cuisine en particulier, c'est un programme qui est beaucoup repris en communication interne, parce qu'il y a beaucoup de team building, notamment pendant le confinement, qui sont inspirés de ce programme qui était dans ta tête et que vous avez produit avec Kitchen Factory. Exactement. Écoute, c'est un programme dont on parlera peut-être après. On va en parler, on va pas en parler tout de suite. Voilà, c'est un programme qui a existé pendant le confinement et juste pour teaser un petit peu sur la suite, c'est un programme qui a été conçu avant le confinement. Et ce qui est marrant, c'est la façon dont on l'a mis en place et dont on l'a produit avec les équipes de Kitchen Factory. Alors. Ouais, mais le jeune Ilan, depuis très jeune, il est passionné de télé. Ah bah oui. Il regarde les nuls, il regarde tout ce qui peut se passer, il regarde Arthur beaucoup, et il a qu'une envie, c'est d'arriver dans ce monde de la télé que tu fais, puisque tu arrives en stage à TF1 où tu évolues pendant 1 an. Voilà, c'est ça. En fait, au départ, c'est vrai que moi, étant lycéen, j'écrivais des idées de concept dans un petit carnet en ayant le rêve absolu qu'un jour ça passe à la télé. Et puis rentrer et pénétrer dans le monde de la télé, c'est pas forcément facile. Alors surtout dans le milieu dans lequel j'évolue, le milieu familial qui est assez contraint, où on dit qu'il faut faire médecine, après qu'il faut faire droit. T'as fait tout ça d'ailleurs. J'ai fait tout. Moi, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Donc j'y vais, tu vois. Jusqu'à ce que tu prennes ton envol et que tu décides de faire de la télé. Donc je fais un master à Dauphine et puis après, le master me permet de rebondir sur un stage à TF1. Mais là, on va dire que j'arrive dans la tour TF1 avec cette espèce de grand rêve dans lequel, je sais pas si t'es déjà allé chez TF1, mais quand tu rentres dans le hall, il y a plein d'écrans télé. On se sent tout petit. On se sent tout petit et surtout quand on a 22, 23 ans et on arrive là avec la grande tour TF1 qu'on voit sur le périph' quand on passe sur le périph'. Et puis on se retrouve les yeux grand écarquillé, émerveillé par le monde de la télé, mais il se trouve que je fais pas vraiment de la télé quand j'arrive là-bas parce que je fais un stage dans le cinéma, ce qui est moins ma came à l'époque. Ouais. Mais voilà, en me disant je vais gravir les échelons, je vais voir comment ça se passe avec beaucoup de détermination. Voilà, je fais un stage qui est intéressant là-bas, mais qui est pas non plus ce qui m'excite. Mais très vite, en fait, j'entends parler d'un programme qui va se monter chez TF1 et qu'on connaît tous et qui s'appelle la méthode Coé. Et oui. Et en fait, de fil en aiguille, j'arrive à choper le numéro de téléphone du directeur de prod
prod de la méthode Koé, en tout cas de Loribel, la boîte de Bataille et Fontaine qui produit ce programme à l'époque. Et qui produisait l'émission du Rideau qu'on connaît très très bien. On se rappelle tous de cette émission avec le Rideau. Voilà, avec le Rideau, avec le fameux Sam au bout du couloir dont tout le monde se souvient. Et peut-être qu'on saura à la fin de ce podcast qu'il est devenu ce Sam. Tu donneras des news de Sam à la fin de ce podcast. J'ai aussi des news sur ça. Allez, à la fin de ce podcast, en surprise, qu'est devenu Sam. Voilà. Et donc en fait, je me retrouve très rapidement à l'été, je sais plus de quelle année, 2004, 2005, quelque chose comme ça, à toquer à la porte du directeur des prods de Loribel et à rencontrer Bataille et Fontaine et à me présenter pour voir s'il y avait un job sympa là-bas. Avec toujours l'idée en tête de faire de la création et du développement, mais là il se trouve que le job un peu de c'était de la prod, donc la prod, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la prod, on va expliquer. C'est-à-dire que tu es sur les plateaux, exactement. Tu construis le programme, tu vas chercher, je me souviens qu'à l'époque tu allais chercher des déguisements à droite à gauche pour les méthodes Koé. Donc la prod, c'est ça, c'est faire en sorte que tout soit là, tout soit prêt. À proprement parler, c'est la production, c'est la fabrication de l'émission, et donc on est vraiment dans le terrain, dans le concret. Les mains dans le cambouis, comme on dit. Les mains dans le cambouis. Alors au début, ça commence par aller chercher les déguisements de Koé, ensuite c'est un peu plus d'accessoires, et puis ensuite c'est organiser le tournage en convoquant la personne qui prend le son, en convoquant les maquilleurs, les coiffeurs, en organisant le tournage. Sauf que toi, tu ne te destines pas à faire de la prod parce que tu as des idées depuis tout petit. C'est vrai. Dans ton carnet, tu écrivais des concepts et rapidement, tu sors de cette prod pour arriver dans la création de programmes. Et ça tombe bien puisque c'est le moment où la TNT arrive en France et où il y a pléthore de nouvelles chaînes qui arrivent, pléthore de programmes à produire avec des nouvelles cibles, des nouvelles audiences et des choses à construire. Exactement. C'est en fait, moi j'ai fait de la prod d'abord chez Loribel, mais très vite, les idées que j'avais, je les ai proposées à Bataille et Fontaine, en ayant après travaillé sur d'autres projets avec eux. Et très vite, je me retrouve d'abord chargé de développement et de création chez Loribel, et ensuite directeur de la création du développement, et on imagine des concepts. Au moment où, si tu veux, il y a TF6 qui est en place et qui expose bien, au moment où il y a la TNT qui émerge, on va dire, et au moment où il faut aussi proposer des programmes un peu différenciants et pas chers. C'est ça. Et donc là, il faut se battre avec ses forces et avec ses outils un peu. C'est là où la créativité est la plus forte. C'est là où je vois des ponts, moi, entre la communication interne, où les moyens sont pas, et il n'y a pas des moyens qui sont subventionnés ou produits par de la publicité qui peuvent payer le programme. En communication interne, on a besoin d'avoir beaucoup de créativité, peu de moyens quand même, parce que c'est quand même pas le business d'une entreprise que de créer produire des programmes télé. Et là, je vois un lien avec la TNT où au début, tu me disais en préparant l'émission, on n'avait pas d'argent, il fallait créer des trucs hyper innovants qui marchent et sur des audiences et des cibles très précises. Bien sûr, nous, c'était en même temps l'émergence d'Internet, si tu veux. Donc moi, je me souviens très bien de Laurent Fontaine qui me disait, mais en fait, il y a des trucs de ouf sur Internet, des images d'archives de ouf, il faut les compiler, les réutiliser et proposer des choses en les éditorialisant et en apportant un peu de contenu au programme. Donc on a fait des choses, je sais pas, j'ai pas les exemples en tête, mais on a fait par exemple les sports les plus cons du monde à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît simple comme programme, mais à l'époque, c'était surtout un moyen de réutiliser les images du net qu'on voyait et on les éditorialisait et on faisait des super scores sur TF6. Et puis derrière, on a proposé d'autres programmes aux chaînes du câble et du satellite en étant malin, mais en éditorialisant. Mais c'est malin. C'est pas très créatif de réutiliser des nouvelles images, mais c'est malin. Voilà, c'est ça. Est-ce que finalement, dans une communication interne où on doit produire du contenu, est-ce que tu considères toi qu'il faut être malin ou est-ce qu'il faut être créatif? Un peu des deux, mon caporal ou mon général, comme on dit. Les deux me vont. Il faut être et créatif et malin. Et puis, je pense qu'il faut aussi faire preuve un peu de professionnalisme. Et c'est pour ça que de plus en plus de métiers émergent dans ce sens-là. C'est-à-dire que, de la même manière que, au début, pour l'instant, on n'en est qu'au début de cette com digitale, interne, via les podcasts, etc. Mais, et des émissions de télé aussi. Il y a aussi des magazines, il y a aussi des live streams. Des live streams, etc. Donc, on voit que tout ce métier-là et ce pan de métier-là se professionnalise en allant chercher de l'édito qui n'existait pas avant et en construisant, par exemple, je sais pas, des conducteurs, ce qui se faisait absolument pas il y a 6 mois ou un an. Pas du tout, c'est nouveau. Des conducteurs avec de l'habillage, des synthés pour présenter les personnes qui sont sur les plateaux de streaming, pour présenter le DG en charge de tel truc ou le chef du département, etc. C'est de la professionnalisation progressive, mais on va dire que pour l'instant, de ce que je vois, mais c'est plus toi le spécialiste, de ce que je vois moi, pour l'instant, on tend à essayer un peu de copier les magazines classiques quand on parle du streaming et d'émissions de télé comme ça, de com interne.
Mais en fait, l'avenir en fait passera par la créativité, par le formatage de ces émissions-là, parce que on s'en est déjà parlé, mais c'est vrai que aujourd'hui, si les émissions sont un peu classiques à proprement parler dans le streaming et dans l'accueil de ces communications internes d'entreprise, des équipes qui font l'entreprise, aujourd'hui, je sais pas, par exemple, si tu mets un fauteuil de l'interviewé, un peu comme à l'époque la méthode Coé ou avec Ruquier le samedi soir avec On n'est pas couché. Voilà, tu mets un fauteuil par exemple de l'interviewé. Oui, c'est pas tant le concept qui est fort, c'est l'interview, c'est le style d'interview ou le contenu. Donc il y a des choses à imaginer et il y a fort à parier que voilà, dans les 6 prochains mois ou les 2 prochaines années, il va y avoir une mutation et un vrai bouleversement de ces styles d'interview et de ces modes de narration qui vont être différents. Oui, moi aujourd'hui je crois, et ce que je vois, c'est qu'il faut pas aller non plus trop vite sur des choses trop innovantes en interne, parce que on passe d'une communication interne qui n'était pas du tout outillée par ce type de médias, que ce soit les podcasts ou la vidéo. Si la vidéo, oui, mais des émissions, non. Et donc, moi, il m'est arrivé de proposer des concepts très innovants à des entreprises qui ont eu peur et qui ont dit non, on va nous trouver trop innovant, ouais, on va nous trouver trop à côté, ou alors ça va donner l'impression d'une dépense de budget excessif, alors qu'on veut plutôt faire profil bas par rapport à la santé financière de l'entreprise. Donc effectivement, aujourd'hui, on est plutôt dans des formats qui sont relativement simples, qui tiennent avec une animation. Ça, c'est important, c'est ce que je vois que c'est de plus en plus, on va dire, recherché. L'incarnant en télé, d'ailleurs en radio et même dans tous les supports, c'est capital. C'est capital, et donc les entreprises comprennent de plus en plus l'intérêt d'un incarnant, d'un animateur ou d'une animatrice. Et effectivement, les concepts restent simples. Ce qu'on fait beaucoup, par contre, c'est intégrer le maximum de collaborateurs et de collaboratrices dans la préparation, dans la co-animation et dans la création de ces programmes, pour qu'ils puissent s'approprier le programme et que ça soit vraiment quelque chose qui appartienne au maximum de personnes. Bien sûr, et ça fait participer des gens, comme il y a d'autres programmes en télé qui ont été participatifs avec les téléspectateurs. Eh ben, on va en parler justement. Je vais vite parce que après Loribel, tu intègres Endemol, la grande société Endemol, où tu intègres le service de développement et tu t'occupes donc de la TNT, tu évolues, tu travailles au départ, puis tu évolues chez Endemol jusqu'à aujourd'hui devenir indépendant directeur de création. Et tu parlais à l'instant de programmes qui intègrent des téléspectateurs et qui sont très participatifs. J'aimerais qu'on en parle maintenant de ce programme Tous en cuisine, qui est le programme qui a émergé 3 jours après le confinement, sorti de nulle part, et qui a vraiment enchanté beaucoup de foyers. C'est vrai, pendant le confinement. On a tous vécu une période extraordinaire, et c'est vrai qu'avec les équipes avec lesquelles on a bossé sur ce programme, on s'est retrouvé dans une période surextraordinaire, parce qu'on vivait tout ce que le monde vivait dans l'absolu, c'est-à-dire le confinement, le choc aussi émotionnel de voir Macron à la télé qui nous dit qu'on est en temps de guerre. Mais vous dites, et nous on se dit, on va bosser, on va essayer de trouver une solution, on va créer quelque chose. On va. Alors justement, c'est ça la petite histoire. Pour la petite histoire, c'est qu'en fait, on n'a pas créé à ce moment-là le programme, et c'est ça aussi la magie de ce métier, c'est qu'on pense à des tonnes et des tonnes de concepts, et ils n'arrivent pas toujours à l'antenne, on va pas se mentir, mais on va dire que le moment auquel on le propose est capital. Et ce programme, on l'avait imaginé, ça faisait longtemps qu'on imaginait des programmes de direct de cuisine, ce qui est un petit peu oublié, parce que c'était Maïté et Micheline avant. Voilà, c'était Maïté et puis c'était même pas en direct. C'est des images que les auditeurs connaissent bien, avec l'anguille qu'elle tape avec son bout de bois. Voilà, elle lui donne un coup comme ça, elle le tue en direct à la télé. Aujourd'hui, ce serait impossible. Mais en tout cas, après cette période-là, il y a eu toute une réinvention des programmes culinaires à la télé, avec les Top Chef, avec les Master Chef, avec le meilleur pâtissier, avec des modes de narration différents. Mais nous, en fait, on est retourné un petit peu au basique, et on avait en tête l'idée de proposer un grand cours de cuisine façon masterclass à l'époque, parce que c'était à la mode et sur Internet et dans le monde, on va dire. Mais c'était surtout l'idée de le proposer en direct. Et quand on est allé voir M6 avec ce qui s'appelait Qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'était en 2020, 2019. C'était bien avant. C'était 6 mois auparavant. 6 mois avant, d'accord. 6 mois auparavant. Donc on est loin de s'imaginer que le Covid va arriver. On s'adresse au directeur des programmes d'M6 et avec la conviction qu'on peut apporter quelque chose de nouveau à 19h à la télé, en tout cas de différenciant par rapport à ce qui est proposé à cette horaire-là, parce que comme vous le savez, il y a Hanouna, il y a Yann Barthès, c'est un carrefour d'audience qui est assez compliqué à gérer, on va dire, en termes de propositions de concepts. Et quand on arrive devant les patrons de chaîne, ils nous écoutent très attentivement. Ils nous disent que c'est une super idée, mais que c'est pas le moment.
Et c'est pas le moment pour plusieurs raisons, parce que d'abord, ils ont des programmes bien installés à l'antenne chez eux à ce moment-là. Ils ont Objectif Top Chef, ils ont la meilleure boulangerie, etc. Mais ils nous disent, ça va un petit peu trop casser les codes, on va dire. Intéressant. On n'est pas encore habitué à ça, et surtout faire du direct. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. Mais comme souvent ça arrive quand on pitch des programmes en chaîne, c'est pas toujours le bon moment. C'est la raison pour laquelle il faut souvent reproposer des programmes quelques mois après. Tout comme interne, je disais tout à l'heure, faut pas aller trop vite pour pas trop casser les codes tout de suite. Il y a un bon timing et puis il y a surtout une progressivité de programmes qui peuvent arriver à un moment donné sur des choses un peu différentes. Bien sûr, surtout que quand vous essayez de convaincre le maximum de personnes, les téléspectateurs, pas clivant, faut pas être clivant, il faut arriver au bon moment. Ouais. Et donc le bon moment, on était loin de se douter que ça allait être au moment du Covid. 16-17 mars, là, voilà, discours du président. En fait, l'idée qu'on avait proposée à M6, c'était vraiment une émission, même nous, dans les codes, on l'avait imaginé de manière assez classique, avec un plateau, avec des lumières, avec un public qui applaudit, avec un invité people qui vient sur le plateau, qui fait la cuisine avec Cyril Lignac, avec un commis qui était déjà à l'époque Jérôme Anthony, qui était un peu le C'est fou parce qu'on connaît l'émission maintenant telle qu'elle existe et on se dit qu'elle est bien mieux comme elle existe maintenant que l'imaginer avec un plateau du public qui applaudit dès qu'on fait cuire le tourne-dos Rossini, tu vois. Voilà, c'est ça. Attention, on met le tourne-dos au four et applause. Là, finalement, je le sens moins que comme ça fait aujourd'hui. C'est pas la même. Donc au final, on se retrouve au mois de mars avec le confinement qui arrive. On était déjà en prod sur un programme qui s'appelle Mon gâteau est meilleur de France, qui a existé bien après le confinement, mais en tout cas on était en tournage, et là on se dit le tournage s'arrête, on est dans une période de crise, qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce que c'est vrai que dans les périodes de crise on peut aussi proposer des choses, c'est le moment aussi de renverser la table comme on dit. Et très vite on s'est dit viens, on ressort ce projet qu'on a proposé à M6 qui était peut-être trop disruptif à l'époque. Parce que, d'abord, pour une raison simple, c'est que nous, on se disait, écoute, moi, ça fait 3 jours et demi que je suis bloqué à la maison, j'ai déjà fait des pâtes, j'ai déjà fait du riz, et j'ai déjà fait une omelette. Je tourne en rond. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire à manger les prochaines semaines si on est bloqué à la maison? Ça, c'était vraiment un constat de base. Et puis, l'idée, c'était aussi de se dire, on voit un peu ce qui émerge sur Internet très vite, les chefs. Et pas que Cyril Lignac d'ailleurs commence à se mettre à se dire allez, il faut s'occuper parce que c'est vrai que les chefs ils ont une vie qui va à 200 à l'heure, notamment Cyril Lignac. Donc le moment là, c'est le meilleur moment pour lancer ce programme. Voilà, et à ce moment-là, Cyril Lignac dit ok, on va déjà tester le truc sur Internet, sur mon Instagram, et il dévoile sa recette des cookies au chocolat sur Instagram en live pour voir si ça fonctionne. Chez lui, là, dans le même endroit, à la maison, dans sa cuisine. Dans sa cuisine. Donc on avait déjà en tête ce dispositif. Aussi, on avait préparé, parce qu'on se disait, on avait préparé la technique qui pouvait s'installer chez Cyril Lignac. Mais quand tu dis on l'avait préparé, c'était avant le confinement? Avant le confinement, on s'était dit, ok, comment ça peut se passer parce que vous aviez en tête que ça allait arriver. En fait, on avait imaginé le dispositif sur le digital au moment où la chaîne M6 nous dit c'est peut-être pas tout de suite pour le cas. Donc on s'est dit peut-être qu'on peut décliner ça sur le digital. Vous avez déjà tourné un peu l'idée. Ouais, l'idée avait un petit peu évolué dans notre tête, mais au moment où on le propose à M6, on leur dit en fait c'est le bon moment pour le sortir parce que Cyril Lignac d'abord bénéficie d'une image incroyable, c'est le chef préféré des Français, il va nous accompagner pendant cette crise et il va apporter sa joie, sa bonne humeur à travers finalement quelque chose que tout le monde partage, c'est-à-dire la cuisine, et qui véhicule des valeurs exceptionnelles qu'on connaît. Et donc l'idée, ça a été de proposer ce programme M6. On était peut-être le lundi d'après les annonces de Macron et de Édouard Philippe qui nous disent vous êtes confinés. Donc le lundi, on appelle M6, on leur dit les amis, nous on est prêts pour le faire. On peut tester déjà ça sur Instagram avec Cyril qui va faire sa recette de cookies au chocolat. Et puis nous derrière, on prépare l'édito et on se dit ok. À partir du moment où finalement tous les voyants sont ouverts comme ça, avec un contexte qui fait que non seulement le chef Cyril Lignac est à domicile, les Français sont bloqués chez eux et les célébrités sont aussi bloquées chez elles, et tout se combine pour envoyer la cam. Et alors là, ce qui devait pas arriver arrive. On se retrouve avec une semaine folle, puisque d'habitude on prévoit un plateau, des caméras, un studio, des répétitions, du maquillage, etc. Faut tout révolutionner. Faut tout révolutionner à distance, chez soi. À distance, via WhatsApp, via Zoom, via... Et vous créez une production nouvelle chez Cyril Lignac avec des moyens très limités parce que vous pouvez pas être sur place, vous êtes tous à distance. Comme on dit souvent, on travaille avec la contrainte et là la contrainte elle était folle et on se retrouve à préparer l'édito, à préparer les recettes, à faire les recettes à distance, à préparer les ingrédients à distance. Mais finalement, et arrive la diffusion du samedi soir. Au final, toutes les équipes de prod et les équipes édito et les équipes d'M6 à ce moment-là ne se sont même pas parlé, ne se sont même pas Personne ne s'est vu. Et là c'est parti.
on démarre l'émission. Et pour la petite histoire, si vous la retrouvez cette émission, vous me verrez. Et oui, parce qu'on appelle les copains à ce moment-là. Parce qu'on appelle les copains pour la première émission. Et donc, Ilan m'appelle. Et moi, à ce moment-là, je suis covidé. Voilà. En fait, je suis dans mon lit. Et je dis, vas-y, j'y vais, je le fais quand même. Et moi, je dis que j'étais covidé ce jour-là. Et avec la bonne humeur et la bonne énergie qu'on te connaît. Et l'énergie que j'ai dû mettre pour être en direct sur M6 avec ma webcam et tout, ça m'a sorti de mon Covid parce que le lendemain, j'allais vachement mieux. Voilà. Et donc, voilà. C'était un peu le remède. C'est un peu le remède. Voilà. Remèdes. Si vous voulez sortir du Covid, faites tous en cuisine. On va passer sur la deuxième partie de cette émission, mais juste, je fais une petite avance rapide pour dire que cette émission, elle a continué son succès. Oui. Elle s'est perdurée avec des formules un petit peu différentes, avec un développement de par le monde, puisque maintenant cette émission est produite au Mexique, dans d'autres pays, tu vas nous en dire, mais c'est un très beau succès qui continue. Cette émission, elle est née pendant le confinement, mais elle continue de perdurer. C'est ça qui est beau. C'est ça ce qui était intéressant. Ouais. Et le programme continue d'exister à l'international parce qu'en effet, ça marche. Ça marche, et puis ça marche pendant le confinement, hors confinement. Il y a eu des adaptations au Mexique, il y a des adaptations aux Pays-Bas, en Belgique flamande. Et puis là, le truc qui vient de sortir là, c'est plutôt incroyable d'ailleurs. C'est un programme qui a été adapté dans une version pan-arabique, en langue arabophone, puisqu'il y a un chef qui officie à distance depuis Abu Dhabi TV. D'accord. Et qui officie en donnant ses conseils à distance à des téléspectateurs depuis tous les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc ça poursuit comme ça. En Égypte, au Liban, en Afrique du Nord, voilà, ça, le donc programme continue. Ça part d'un podcast, ça part d'une idée, c'est le bon moment, et puis ça marche. On va s'interroger dans la deuxième partie de cette émission. J'ai voulu prendre un moment avec les auditeurs pour découvrir cette histoire, l'envers du décor, parce que c'est toujours intéressant, même si on s'est un peu écarté de la communication interne. C'est passionnant. Donc, désolé, cette émission va être un peu plus longue que les autres, mais vraiment, c'était passionnant. Et de toute façon, je vais chapitrer l'émission, comme ça vous pourrez, si ça vous intéresse pas du tout cette émission, vous pourrez découvrir la deuxième partie. On va s'interroger sur pourquoi une émission marche, comment on peut imaginer un concept qui fonctionne. Vibration, le podcast. Ilan, comment a évolué ces dernières années, les process des créations des émissions? Comment tout ça a évolué? Tu parlais il y a quelques années où il fallait produire des émissions qui étaient malines, pas chères, et c'était peut-être ça le driver. Est-ce que maintenant, il y a d'autres drivers qui permettent de construire des concepts d'émissions? C'est une question très complexe. Pour laquelle on n'a pas forcément la réponse. On sait construire une émission, mais connaître l'émission qui va connaître un succès à coup sûr, on n'a pas forcément la réponse parce que forcément. Mais en tout cas, vos drivers de création. Vos drivers de création. Alors, on en a plusieurs. Tu parlais des moyens malins et intelligents de construire des choses efficaces et pas chères à l'époque de la TNT, mais on va dire qu'il y a eu plusieurs phases dans la création et le développement. Il y a eu pendant les années 2000, parce que moi c'est le moment où j'ai commencé. Vous parlez de l'époque de Zitrone et de Guilux que j'ai pas connu, mais en tout cas, on est dans les années 2000, c'était des programmes qui étaient très incarnés par des animateurs télé. C'était l'époque de Bataille et Fontaine, de Delarue, de Nagui. C'était les stars. C'était donc le concept passait derrière. C'était l'incarnant qui était numéro 1, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des animateurs producteurs qui ont émergé. Et puis très vite, il y a eu en fait la télé a suivi l'évolution du monde, c'est-à-dire qu'elle s'est mondialisée, et donc très vite il y a eu des concepts de l'international qui sont arrivés, ce qu'on appelle des formats internationaux, les formats de l'étranger sont arrivés en France. On pense évidemment à Big Brother qui veut gagner des millions, qui était le succès et le hit des années 2000. La Star Academy qui a été créée en France mais qui s'est exportée ensuite. Enfin voilà, plein de programmes comme ça. C'était l'époque des années 2010, on va dire 2010, où après les animateurs producteurs, il y a eu l'époque des formats télé qui sont arrivés, qu'on achetait à l'international pour les faire exister. Donc en ça France. A tourné, c'est-à-dire que d'un moment où on avait des Sabatier, des Zitrone en vent, des Foucault, des gens comme ça, des Lagaffe, c'est ça, à un moment donné, avoir du vrai format. On a réfléchi à des vrais formats, des concepts qui tiennent, et avec un objectif de l'externaliser, de le vendre en fait à l'externalisation. D'abord, dans un premier temps, de l'acheter à l'étranger parce que c'était le seul marqueur qui nous permettait d'avoir un peu de la visibilité sur le succès ou pas d'une émission, parce qu'il n'y a pas de data en télé, par les audiences du jour au lendemain. En tout cas, il fallait des facteurs rassurants pour les diffuseurs, parce que quand on lance un programme, ça coûte de l'argent, et il faut quand même pérenniser et avoir une garantie de succès derrière. Donc l'une des datas, c'était de se dire si ça marche à l'étranger, ça peut marcher en France en l'adaptant un petit peu au public français. Et puis voilà, à partir de là, il y a eu la déferlante de tous les programmes étrangers qui sont arrivés en France. Et on va dire que c'était l'époque où les diffuseurs en France n'étaient pas forcément
Or, les talks et les magazines qui étaient très incarnés, style Ardisson, Fogiel, Ruquier. Il y en a encore aujourd'hui. Mais Yann Barthès, Hanouna, c'est pas des concepts étrangers, mais c'est des trucs qui reposent sur les personnalités des animateurs. Donc il y a de tout aujourd'hui. Il y a des programmes qui sont basés sur le concept Danse avec les stars, The Voice, etc. Et aujourd'hui, ça a un peu basculé. On se retrouve avec des programmes qui sont... Maintenant, on va dire que les diffuseurs font un peu plus confiance à la créativité française parce que finalement il y a une pénurie de formats à l'étranger et donc les diffuseurs s'autorisent à créer avec les Français et c'est ce qui donne des programmes un peu plus originaux ou un peu plus différenciants. Et puis c'est aussi l'arrivée des plateformes qui bousculent un peu tout, qui bousculent le game et qui permet aux diffuseurs un peu de se réinventer et de se dire il faut qu'on bouge les lignes et qu'on propose de nouvelles choses. Peut-être que les formats de communication interne, parce qu'on est là pour en parler et je vais faire le lien à chaque fois, suivent cette trajectoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vois qui a besoin d'un carnant, ça peut être un animateur, ça peut être le dirigeant, ça peut être des personnes qui parlent et on va dire que le concept est moins présent dans les émissions qu'on voit, qu'on produit en interne dans les entreprises. Et j'espère que suite à ça, dans quelques mois, dans quelques années, ce seront des concepts un peu plus ambitieux, un peu plus créatifs qui arriveront et qui pourront renverser la table, comme tu disais tout à l'heure, pour surprendre. Mais c'est inéluctable, ça arrivera. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a déjà des émissions qui se font dans un formatage déjà un peu différent. Un peu différent. Et je pense qu'il y a des jeux de questions-réponses. Il peut y avoir des quiz parfois. Est-ce que c'est très innovant, ça? Je sais pas. C'est déjà une forme d'évolution, en tout cas. Donc ça change et c'est différenciant. Ouais. Et il y a fort à parier que progressivement, et avec les moyens que les entreprises voudront mettre en place, et avec la créativité de gens de talent comme Nouvelle Voix aujourd'hui. C'est gentil, je l'ai pas payé. Non, mais enfin, faut quand même le dire parce que finalement, il y a plusieurs boîtes qui s'occupent de ça, mais Nouvelle Voix le fait avec talent, on va dire, parce que vous essayez toujours de trouver une forme d'originalité dans les concepts que vous proposez. C'est gentil. Progressivement, ça évoluera, soit en s'inspirant de choses à l'étranger, soit en s'inspirant, comme tu disais, d'incarnants forts, et puis aussi en trouvant, je pense, ou en s'inspirant des choses en France aussi. Voilà, et puis en trouvant des outils qui permettront aux gens en interne de communiquer différemment. Ilan, qu'est-ce que les téléspectateurs recherchent à la télé, ce qui nous permettra de comprendre ce que les salariés internes peuvent aussi rechercher dans leur programme interne d'entreprise. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui lorsqu'on regarde un programme? Alors là, encore une fois, une question complexe. Mais c'est ton point de vue. C'est mon point de vue, ouais. Et comme tu sors d'un succès, peut-être que tu peux t'inspirer de ce succès pour se dire qu'est-ce qu'on cherche. On va dire que il y a plusieurs. En fait, le marché est de plus en plus spécialisé. C'est-à-dire que, ok, il y a des chaînes historiques style TF1, M6, France Télé. Voilà, eux, ils essayent d'être très mainstream. Mais déjà, même dans la couleur qu'ils ont et l'ADN et leur ADN, on a déjà des territoires différents et finalement, si tu analyses bien le truc, ils s'adressent pas forcément aux mêmes téléspectateurs. TF1, on va dire qu'ils ont des programmes très shiny, comme on dit. Oui, très positif. Du rêve, positif, feel good, qui réunissent la famille, du jeu, du divertissement avec des stars, avec des célébrités. Ça fait rêver en quelque sorte aussi. Et on regarde TF1 quand on a envie de se décontracter aussi avec un peu de rêve que ça nous envoie aussi. M6, c'est plus le quotidien. M6, c'est le quotidien, c'est les vrais gens. C'est les hobbies. Finalement, les stars d'M6 sont pas les célébrités. Enfin, il n'y a pas beaucoup de programmes de divertissement incarnés par des célébrités. Il y a pas de danse avec les stars en quelque sorte sur M6, mais c'est plus des héros du quotidien, des vrais gens qui parlent et qui deviennent les héros des programmes d'M6. Donc déjà la couleur elle est différente. Elle est couleur, mais il y a des vases communicants. Je veux dire, ce sont les mêmes téléspectateurs qui peuvent passer de TF1 à M6 et maintenant TF1 et M6 sont en train de fusionner. Donc du coup ça va devenir encore plus fort. Ça va changer encore un peu. Qu'est-ce qu'on recherche? D'où ma question. On cherche quoi? On cherche aujourd'hui à rêver dans un contexte compliqué. On cherche plutôt à être surpris, à être rassuré. De toute façon, il y avait une mode à un moment en télé il y a 4-5 ans qui était que les chaînes voulaient du feel good. C'était du feel good en permanence. Ils nous disaient on veut du feel good, du feel good, du feel good. Là, après la période qu'on a vécue, il nous faut de l'ultra feel good. L'ultra feel good. A priori, je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Nous, on est souvent arrivé avec des programmes il y a 3, 4, 5 ans où le moindre petit la moindre petite brique qui pouvait être différenciante et qui était un petit peu compliquée à intégrer dans un programme feel good, ils nous disaient non, c'est trop anxiogène, c'est trop compliqué, non, on veut pas. Aucun grain de sable dans les rouages. Même dans le titre, ça nous est arrivé par exemple de proposer je sais pas la guerre des gâteaux ou la bataille des gâteaux, il fallait absolument pas. Donc ça, voilà. Il y a pas de guerre, il y a pas de bataille. Il y a rien, c'est la vie est belle et tout va bien. Maintenant, ça n'empêche pas de parler de la réalité. C'est vrai que
Voilà, je sais pas, quand tu vois, par exemple, Julien Courbet, qui le matin fait une émission servicielle pour les téléspectateurs. Qui est incroyable. Qui, d'un point de vue production, formidable. Est incroyable. Et puis c'est l'adaptation, enfin, c'est le radio, télé en même temps. Voilà. Et ça va dans la France entière pour résoudre des problèmes. C'est génial. Donc ça parle des vrais gens, ça parle de leur vie, et puis en même temps, ça parle de leurs problématiques, et en plus de ça, on résout leurs problématiques. Mais avec un programme qui est pas forcément très très cher. Aujourd'hui, avec les moyens techniques du jour. Non seulement il est pas cher, mais il y a un plateau, certes, mais ils utilisent des moyens de téléphone portable et des moyens de 4G pour faire des duplex. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment un cas d'école dont on peut tous s'inspirer, parce que sur M6, à la base, c'était de se dire, bah voilà, Julien Courbet est tous les matins sur RTL à la radio, on commence à filmer la radio, maintenant, il faudrait que cette radio, on la diffuse sur la télé. Donc il a une partie de son programme qui n'est exclusive que sur RTL, et ensuite une autre partie de son programme qui est diffusée aussi à la télé. Donc, mais ça, c'est pas du feel good. Ça, c'est pas du feel good. C'est pas du feel good, mais en même temps, il résout des problématiques, donc c'est cool. Mais c'est de l'emprise directe. Et c'est peut-être ça aussi. C'est vrai, c'est peut-être ça. Les clés du succès aussi. Voilà, une des choses qu'on recherche aussi, d'après ce que je vois, parce que moi aussi, j'observe très attentivement ce monde des médias, et puis on a plein de discussions là-dessus, c'est qu'on recherche une emprise directe, quelque chose qui se passe maintenant. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a aussi beaucoup aujourd'hui, on le voit avec Internet, avec les réseaux sociaux et tout, on ne peut plus mentir. Il y a un besoin de transparence qui est énorme. Et c'est pareil en communication interne, Ilan. Et aujourd'hui, on peut plus mentir à personne. Je veux dire, s'il y a des gens dans la rue, c'est parce que en fait, les gens en ont un peu marre qu'on leur dise des bêtises. Bien sûr. Et d'ailleurs, les programmes télé les plus vrais qui fonctionnent, je veux dire, entre C'est à vous, Yann Barthès et Hanouna, et Tous en cuisine en quelque sorte, finalement, quand tu vois le succès de Cyril Hanouna, c'est aussi quelqu'un qui est... il parle vrai, on aime ou on n'aime pas, en tout cas, il est sans filtre. On l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, il est sans filtre. Et les gens viennent aussi pour ça, parce qu'il y a des hommes politiques aujourd'hui qui viennent s'exprimer sur son plateau, et ils s'expriment différemment. Ils s'expriment pas de la même manière qu'ils s'expriment sur France Télé ou au JT. Donc, si je résume, si on veut créer un programme aujourd'hui qui corresponde à des attentes de téléspectateurs, ça serait un programme plutôt dynamique, feel good, sympathique, avec du sourire, avec des ondes positives, mais aussi du direct, avec cette transparence, cette interactivité qui est recherchée et qui, en com interne, est hyper précieuse. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé d'être très déçu par des clients que je ne citerai pas, auxquels j'avais proposé des émissions en direct, et on m'a retoqué en disant non, je veux prendre un autre prestataire qui fait des magazines enregistrés en plateau, certes, mais enregistrés à l'avance. Mais c'est vrai que le direct, c'est une grande force. Je crois que ça change tout. Je crois qu'une émission enregistrée, ça se sent. C'est rassurant. C'est rassurant pour ceux qui la produisent, mais ça joue pas le rôle de prise directe, de communication transparente et authentique, comme on le veut en communication. C'est vrai qu'en ce moment, il y a la prime à l'authenticité et à la transparence. Donc, je pense qu'il faut effectivement jouer sur ça, que ce soit en télé, en podcast, en radio, en tout cas dans tous les contenus. On a quand même un besoin d'authenticité, et les différents contenus qu'on va avoir prochainement iront dans ce sens-là, je pense. On peut faire des trucs géniaux avec des incarnants top, avec la prise directe, avec une préparation, avec des idées qui permettent d'avoir des émissions qui soient hyper intéressantes. Ilan, est-ce que c'est cette période-là de créativité? Moi, c'est cette période Covid. S'il y a quelque chose à en ressortir, il y a plusieurs choses positives qu'on peut en ressortir, la solidarité, tout ça, mais je trouve qu'il y a eu une surcréativité de beaucoup d'acteurs et d'actrices dans le monde de la culture, dans le monde de la recherche. Il y a eu beaucoup de livres. Bon, est-ce que finalement, ça n'a pas montré qu'il y a eu un peu un embourgeoisement global des productions télé, où on avait envie de créer des énormes plateaux et on pensait que c'était ça qui allait driver le programme avec des énormes stars et tout, alors que finalement, là, on se rend compte que c'est pas ça qui intéresse, c'est pas les énormes plateaux, c'est des idées, c'est de l'interactivité. Oui et non. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, Danse avec les stars, ça continue de fonctionner. Oui, mais ça. Ok, mais c'est un truc. Mais c'est sûr que ça nous dure depuis 10 ans. En tout cas, ça nous a permis ça nous a à tous et à toutes et à tous plutôt, de voir que c'était possible de pas mettre des gros moyens pour faire des succès. Ça, c'est sûr. Ouais. Et c'est vrai que le monde de la culture, le monde du spectacle s'est mobilisé en proposant des choses formidables, des expériences, de l'expérientiel, en proposant des choses expérimentales, en proposant des spectacles incroyables. Et c'est vrai que ça nous a permis de voir qu'il y avait des choses nouvelles qui pouvaient émerger sans forcément trop de moyens. Et c'est vrai que avec le recul, même quand on parle aux diffuseurs, ils peuvent te dire là, ça sert à rien de faire un gros plateau pour raconter cette histoire. Mais on va dire que le plus important, c'est que ça nous a recentré, j'allais dire. Sur la créativité. Ouais. Ça veut dire, quoi qu'il en soit, un bon sujet, bien abordé, avec le bon storytelling, parce que c'est le storytelling qui fait toute la différence. Ça peut nous permettre d'avoir un bon succès derrière. Maintenant,
On va voir ce que ça va donner dans les 2, 3, 4 prochaines années. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, par exemple, ça y est, le succès, il a été tellement incroyable à un moment comme ça. Même si l'émission ne poursuit pas, là, j'imagine que t'aimerais qu'elle se poursuive cette émission parce que c'est ton bébé. Et à Kitchen Factory également. Mais je veux dire, l'histoire, elle est belle déjà comme ça, en fait. Oui, parce qu'il y avait un storytelling derrière, parce qu'il y avait, c'était une aventure incroyable, et puis parce que ça devait durer peut-être quelques semaines, et puis ça a duré très longtemps. Donc on est très content. Non, le vrai truc, c'est de se dire, voilà, maintenant, tous les sujets peuvent être abordés, mais maintenant, il faut les raconter avec un storytelling fort et proposer des choses ancrées dans le concret. Allez, dans quelques instants, on va expliquer ce qui est devenu Sam. Tu vas aussi offrir une place pour... Gros teaser. Voilà. Et tu vas aussi offrir une place à quelqu'un qui nous écoute pour assister à Tous en cuisine, n'est-ce pas? C'est prévu. C'est prévu. C'était pas prévu, mais il va falloir faire vite parce que c'est pour Noël. Mais alors, très bien. Mais juste avant, on va parler de tes secrets de fabrication. C'est parti. Vibration, le podcast. Ce qu'on fait là, depuis le début, avec ce Sam, etc., ça fait partie de tes secrets de fabrication. Un jour, on a beaucoup discuté autour de la création d'une émission en live de télé avec des improvisateurs. C'est vrai. Et tu m'as donné un de tes secrets. Qui était super, qu'on a fait. Et tu m'as dit, il faut une carotte à la fin. Ah ouais, et c'est ce que je fais. Alors, ça m'est peut-être pas la meilleure des carottes, mais en tout cas, depuis le début, c'est ça que je fais. On dira à la fin. Qu'est-ce qu'il est devenu? Non, mais alors, celles et ceux qui nous écoutent, je l'ai fait on purpose, comme on dit, celles et ceux qui nous écoutent, interrogez-vous, est-ce qu'à un moment donné, dans le fait que vous nous écoutiez après plus de 40 minutes d'émission, est-ce que il n'y a pas au fond de votre tête, il nous a dit qu'ils allaient nous expliquer quelque chose à la fin. Est-ce que ça n'a pas joué un peu? Ça joue toujours. C'est vrai qu'on s'en est déjà parlé, mais moi, la première... une des premières leçons que j'ai eues en premier rendez-vous chez le diffuseur, c'était chez M6. J'avais la directrice des programmes face à moi. C'était mon premier rendez-vous. J'étais un petit peu paniqué, je te cache pas. Et en fait, elle me disait, mais c'est quoi l'enjeu de ce programme? C'est ça. C'est quoi l'enjeu? Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, c'est le cadeau ou c'est le gain à la fin. Mais en fait, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce qui fait que le téléspectateur vient voir le programme et en plus, il reste jusqu'au bout de l'émission. C'est ça. Que c'est toute la difficulté de nos recherches et de nos travaux en termes de création et de formatage d'émissions. C'est trouver l'enjeu global et faire revenir les gens et en tout cas les laisser regarder avec plaisir le programme jusqu'à la fin. Donc cet enjeu, il existe dans tous les programmes qui cartonnent à la télé. Que tu regardes TF1 alors Danse avec les stars. Donc avec les stars, c'est qui va partir à la fin. Voilà, Tous en cuisine, c'est quoi? Mais aussi, il y a des enjeux intermédiaires. C'est quelle note il va avoir, etc. C'est ça. Tous en cuisine, c'est savoir si on a brûlé le truc ou nous. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on va réussir la recette? Est-ce que quelle gueule elle a à la recette? Est-ce que l'invité People à la maison va y arriver aussi? Va réussir? Est-ce que Cyril va rater ou pas son soufflé au jambon? Ouais. C'est vrai que dans toutes les émissions, il y a effectivement... Il y a toujours un enjeu. L'un des animateurs qui le fait excellemment bien, c'est aussi Cyril Hanouna, qui n'arrête pas de relancer après la pub en disant juste après on vous dira ce qui s'est réellement passé hier pendant le JT et on vous dira à la fin de l'émission le gros dose du jour avec je sais pas un tel qui a parlé de Zemmour ou machin. Mais ça c'est pas dans le concept. Et on vous révélera des coulisses. Pardon, mais ça c'est des techniques d'animation de teasing. Ce que je fais aussi depuis le début en disant dans quelques instants on va parler de ça. Mais c'est vrai. C'est de l'édito, c'est de l'animation, c'est pas le concept. C'est là où justement moi je trouvais un contre-exemple avec Hanouna où en fait l'émission est très longue et il y a pas quelque chose, un reveal à la fin incroyable. Il y a pas un reveal, mais il y a un enjeu en permanence. Il y a un enjeu en permanence. On se retrouve dans quelques minutes. Mais il crée l'enjeu. Mais c'est ça, il le crée en permanence. C'est qu'il crée l'enjeu par l'animation, d'où l'intérêt d'avoir des animateurs professionnels en entreprise pour les émissions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils puissent savoir faire ça. Exactement. Et donc je rebondis sur ça, c'est-à-dire que finalement quand tu décris, et c'est intéressant qu'on s'en parle parce que finalement moi je mets aussi à plat tous les outils dont on dispose dans les services de création et développement en France. Finalement la recette du succès, on l'a pas forcément, mais en tout cas on essaie d'agréger tous les outils qui nous permettent de se dire ok, comment on peut faire un succès. Donc effectivement en télé ou en tout cas en création de contenu, ça s'applique partout, en podcast, en émission de streaming, en émission de télé, c'est c'est rechercher ce qui marche à l'étranger, c'est construire son programme autour d'un animateur fort qui sait parler et qui sait créer de l'enjeu, c'est l'enjeu du contenu que tu proposes, etc. Donc finalement c'est agréger tous ces facteurs de réussite pour que le programme le contenu soit audible et intelligent et passionnant à la fois. Garder l'attention des téléspectateurs, j'imagine que ça aussi, ça fait partie des choses auxquelles tu dois réfléchir quand tu crées un concept, et c'est aussi des ressorts d'animation, on l'a dit tout à l'heure. Lorsqu'on est dans une communication interne avec des populations qui sont de fait intéressées par la vie interne de l'entreprise,
est-ce qu'il faut quand même travailler sur ces sujets-là, ou est-ce que selon toi, on peut se dire que quand il y a des populations qui sont très captives, qui sont très intéressées de fait, parce qu'on parle de leur vie professionnelle, on peut éviter d'aller dans, on va dire, des techniques télévisuelles trop poussées, au risque d'avoir l'air un peu, on va dire, superficiel. Moi, je pense qu'il faut être différenciant. De plus en plus, il faut être différenciant. C'est-à-dire que les personnes qui écoutent un podcast au bureau ou dans le métro en sortant du bureau, elles sont sollicitées par ailleurs par 12 SMS, 14 WhatsApp de leurs enfants, 12 WhatsApp de leurs parents et de leur famille en parallèle. C'est ça. Un Spotify qu'ils écoutent en même temps ou la suite de leur série Netflix qu'ils écoutent. Donc, il faut captiver l'attention en permanence. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de garder des auditeurs ou des téléspectateurs face à leur écran. Moi, je suis le premier à regarder la télé avec mon portable accroché entre les doigts et connecté à Twitter et mon WhatsApp. Donc, ils sont intéressés, mais ils sont comme tout le monde. On est tous dans la même situation. On est ultra sollicités et quel que soit notre poste et quel que soit notre niveau de responsabilité, on est aujourd'hui ultra sollicités. Mais pas que par les mails professionnels, par par notre environnement même, les infos qu'on chope dans la rue. Je veux dire, la communication en général est faite aujourd'hui sur l'ultra sollicitation, et c'est le plus difficile à intégrer et le plus délicat, j'allais dire, à intégrer dans le contenu aujourd'hui. Ouais, ok. Très clair. Quel que soit le support. Ouais, donc, travailler sur ces sujets, de garder l'attention. Garder l'attention. Et pour ça, il faut être, je pense, différenciant. Parce que si on fait une émission de télé classique en podcast, c'est bien, parce que ça rassure la personne qui l'a acheté, surtout si elle est enregistrée. Mais si on est un petit peu différenciant et qu'on a des petites anecdotes, peut-être, sur l'un des salariés qui est au 9e étage et qu'on voit pas souvent, il y a peut-être des petites choses qu'on a envie d'apprendre et de savoir qui vont nous permettre de capter encore l'attention et d'aller un peu plus loin et de se dire c'est différent, donc j'écoute. Écoutez, on ne sait pas si on aura réussi à attirer votre attention. Une émission plus longue, un podcast plus long d'habitude, mais je vais la laisser comme ça, je vais la chapitrer parce que je pense qu'il y a énormément d'informations. Tu nous as donné des anecdotes, tu nous as donné tes réflexions, tes secrets de fabrication, et pour ça, avec grand plaisir. On t'en remercie, Ilan Roas. Avec grand plaisir. Merci David Gordon. On va arriver sur la dernière partie. Vous savez ce qu'on va se dire dans la dernière partie? Qui est devenu Sam de La Vérité qui compte. À tout de suite. Vibration, le podcast. On vous l'a dit, je ne sais pas si c'est la cerise sur le gâteau, mais on a parlé de Sam de Yek La Vérité qui compte. Tu nous l'as promis de nous donner des nouvelles de Sam. Qu'est-ce qu'il est devenu, Sam? Franchement, je vais vous dire, en vrai, je sais pas. Ah, merci beaucoup. Alors là, tu nous as cassé tout le truc. Je rigole. Non, en vrai, je sais que c'était quelqu'un d'adorable, qui parlait pas à l'antenne. À l'époque, c'était quelqu'un de très iconique. J'avais parlé avec l'un des créateurs de Avec la Vérité qui compte à l'époque, qui avait aussi lui-même travaillé sur l'élaboration de Fort Boyard. Il me racontait des anecdotes. Moi, ce que j'aime bien avec les gens de télé, c'est qu'ils te racontent souvent des anecdotes. Et c'était assez passionnant. Et il me disait, tu vois, il y a que La Vérité qui compte. On l'a construit avec certaines personnes qui avaient déjà travaillé sur Fort Boyard. Et il nous disait, en fait, sur Fort Boyard, il y a plein de personnages, des gens qui sont différents. Et c'est ce qui attire les enfants quand ils regardent Fort Boyard. Donc, c'est une personne qui a un gong, une personne qui porte des clés, des gens très différents qui permettent d'être identifiés. Et Sam, c'est ça. Et finalement, Sam, c'est ça. C'est quelqu'un qui parle pas et qui ramène une personne d'un point A à un point B. C'est ça. Pour respecter le protocole. En soi, ça sert pas à grand chose, mais finalement, c'était quelqu'un qui... un gimmick. C'était un gimmick, surtout qui faisait monter la pression sur la personne qui était d'abord dans une loge et qui faisait interroger par Rebecca Hampton puis Daphné Desjeux, qu'on salue, et ensuite qui allait arriver sur ce plateau télé qu'il ne connaissait pas, et pour ça il fallait l'accompagner dans son émission, la rassurer, et ce personnage de Sam avait été créé pour arriver et arriver dans les meilleures conditions qui soient devant les deux animateurs Bataille et Fontaine. C'est aussi ça le charme du podcast. On commence par un sujet et on termine par Sam Richez, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn. Il est Director of Rooms chez Groupe Cité Hôtel. Ouais, je crois à Carcassonne. Et voilà, mais je crois qu'il a un super, il a eu un super parcours ensuite parce qu'il a fait du théâtre, il a continué dans l'artistique, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui dans ses fonctions, et on le salue. C'était un mec hyper sympa avec qui j'aime très bien à l'époque. J'aimerais bien être accompagné dans ma chambre d'hôtel par Sam. Je trouve que ça aurait pas mal de gueule. Merci beaucoup, Ilan Roas, pour cet entretien. C'était passionnant. David. Tu es mon ami, donc ça m'a fait plaisir que tu acceptes d'en discuter avec moi, et j'espère que ça vous aura donné à vous, chères communicantes et chers communicants internes, des idées pour approfondir vos concepts de communication interne. Ces communications internes qui n'ont jamais été autant structurantes et stratégiques dans nos entreprises. Et vive la création. Vive la création. Merci Ilan. Si vous avez aimé ce podcast,
n'hésitez pas à donner un avis sur Apple Podcast ou le partager sur LinkedIn. Ça nous fera très, très plaisir. À très bientôt sur Vibration, le podcast qui décrypte toutes les communications internes vibrantes.